Bonjour à tous. Pour fêter notre 5000e abonné, nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Matet, champion international de route, entre autres, et Sébastien Brunet, vice-champion 2022 de route. Mais oui, c'est ça. Et en plus, incroyable. Ça c'est vrai. Donc, série d'émissions consacrée à route, le guide du routard. Le seul et l'unique. Et pas galactique. Sébastien Brunet est donc un spécialiste, un des grands spécialistes de route en France. Donc un vrai escroc. C'est vous qui le dites. Hein, moi, voilà. Et en fait, on va jouer pendant cette série d'émissions à la bon, la brute et le truand. Et je vous laisse répondre en commentaire. Qui est le truand, ça, tout le monde le sait. Et qui est le bon et qui est la brute. Il y en a un de nous trois qui n'aime que les jeux d'affrontement direct. Moi, je dirais que c'est la brute. Et en particulier, c'est un spécialiste de route. Donc, premier épisode d'introduction où on va vous parler de manière générale de route. Et ensuite, il y aura un épisode par faction où on va vous apprendre. Enfin, moi, je vais. Tu vas faire le café, toi? Moi, je vais mettre de la crème bronzante et je vais m'installer dans le transat pendant que Sébastien Brunet, vice-champion de route 2022, va vous parler des façons de jouer des factions, comment on les joue et comment on les affronte. Et globalement, la méta, puisque dans tout jeu d'affrontement, il y a, avec de la symétrie, il y a ce qu'on appelle la méta. Ou le métagaming. Voilà, ce qu'on a introduit dans la fantastique série de vidéos Flesh and Blood, avec Tom, tous les matins sur Fun Radio. Sans transition, je vais me caler dans mon fauteuil et je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous introduire le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que Route? C'est un jeu de Leader Games. Ouais. Oui. Cole Wehrle. Cole Wehrle, ça tu peux en parler un Localisé petit peu. par, on peut dire Feu Matago ou Matago? Non, mais c'est techniquement Matago. Alors, ils le localisent et ils continueront à le distribuer. D'accord. Illustrateur, Cal Ferrin, donc voilà, le fameux. qui dessine très bien. Voilà, sa direction artistique de route est quand même un des trucs Qui était des points forts. probablement un des premiers jeux où il s'illustrait et où il s'est fait connaître. Ouais. Non, parce qu'il a fait Vast avant, il a fait... Oui, mais Vast n'était pas très connu en fait. C'est assez niche, vaste quoi. Mais... Voilà. Alors, très cool. Route est distribué à la Fnac quand même. C'est vrai. Vast, non. Il est, Voilà, il est distribué qu'aux États-Unis, Vast. Donc le jeu a déjà 6 ans, 2018. Ouais, c'est pour ceux qui sont en maths, c'est vrai. Voilà, pour ceux que ça intéresse, les stats BGG, il est quand même dans le top 30, il est 31. Ouais, il est dans le top 100, donc il est considéré comme un des meilleurs jeux au monde. Donc il est 31 ? Il est 31, ouais. Et si tu regardes que les jeux d'affrontement, il est 3ème. Oui, donc c'est quand même... Voilà, parce que c'est un jeu de guerre. Voilà, est-ce qu'on peut considérer que c'est un wargame ? Oui. Oui. Ouais. Donc c'est une catégorie qui est quand même très particulière, jeu d'affrontement direct, ça clash. Parce que là on parle de faction, mais on dit ce que ça rajoute, mais moi je connais pas le jeu à la base. On va inclure une vidéo règle et on se retrouve après. Bonjour à tous et bienvenue dans la série de vidéos des règles complètes de Route par Cole Wehrle, édité chez Leader Games. Bah, c'est pas ma vidéo ça? Joël, un peu de respect. Et puis t'as qu'à dire à tes potes de venir chez Jean-Michel Grosjeu, il y a plein de super jeux, il y a même des jeux mieux que Route, c'est pour dire. Bon alors, ça va pour cette fois, mais je te rappelle que je dois passer chez toi te foutre ta pâtée à BattleCon, hein, ok? Allez, salut, à la prochaine. Ok. On mettra un lien sur tes vidéos, pas de problème. Donc, petite interruption, pour les règles, vous allez sur la chaîne de Jean-Michel Grosjeu et vous avez absolument tout. Il fait ça très très bien. On se retrouve après votre visionnage, c'est-à-dire dans 4-5 heures. Dans 4-5 heures. Et, on a dit que c'était pas si compliqué. Non mais c'est pas compliqué, c'est juste que les règles sont détaillées. Voilà. Et on suppose que vous avez une connaissance de base de route, qui est donc un jeu qui va se jouer où vous allez avoir 2 actions, c'est ça hein, un certain nombre d'actions par... Bah non, ça dépend des factions. Oui, ça dépend des factions. Voilà. Vous avez l'aube, la journée, le soir. Ça c'est sûr pour tout le monde. Pour chaque faction. Qui vont vous permettre de bouger, d'attaquer, de faire vos manigances spéciales et de prendre le contrôle de Claria. Et vous allez pouvoir faire des développements de cartes, créer des objets, créer un tableau, créer des avantages, une série d'avantages sur le jeu par le truchement de cartes à jouer. Vous voulez vite fait parler de votre expérience avec le jeu Oui, ça va être vite fait, oui. Non, mais t'as fait quelques parties quand même. Moi, j'ai fait quelques parties, ouais, mais j'en avais pas fait beaucoup. Alors, en fait, j'ai acheté le jeu il y a pas si longtemps. Je pense que j'ai
5 parties, quelque chose. C'est-à-dire que j'ai pas du tout joué toutes les factions. Et j'aimerais, j'avais commencé à initier d'ailleurs le fait de jouer régulièrement, idéalement toutes les semaines. Et puis le rythme des sorties, le machin, ça se perd un peu. Et puis le fait de refaire cette série de vidéos me redonne envie d'insister parce que, en fait, j'avais des amis qui avaient joué et qui m'avaient dit que les règles c'était une purge, que c'était 1 heure par faction, etc. Donc, et que les parties étaient extrêmement longues. Et j'ai été extrêmement surpris à la première partie que j'ai faite avec Jean-Charles, que d'une part, les règles étaient beaucoup plus courtes à expliquer que ça, et j'ai trouvé que tu les avais très bien expliquées. Double surprise. Ouais, alors là. Ouais, non, mais j'explique très bien les jeux quand je les ai joués plusieurs fois. Voilà. Et j'ai été surpris aussi par la brièveté du jeu, parce que je n'ai, sur l'ensemble des parties que j'ai faites, je pense que c'est entre 5 et 10, hein, c'est peut-être pas 5 exactement, mais il n'y a pas une partie qui a duré plus d'1 heure et demie. Là où on m'avait dit, ça n'en finit plus, quoi. Bah, ça peut être long, ça dépend des types de tables. Non, mais ça dépend des types de joueurs. Non, mais ça dépend s'il y a beaucoup de négociations, c'est ça qui peut rajouter du temps. Mais en soi, le jeu n'est pas... Non. Il fait 8 tours maximum, 8-9 tours de table. Oui, on va dire qu'en moyenne, c'est 2 heures. C'est enfin, oui, 1 heure et demie, 2 heures, à 4. Et voilà. Moi, ça m'arrive de faire des parties plus longues quand on joue vraiment compétitif et qu'on parle beaucoup et qu'on... Oui, parce que c'est aussi un jeu de négociation. Temps, mais bon, c'est vrai que ça dépend pas mal des joueurs. Et ça, c'est mon expérience. Et du coup, toi? Alors moi, j'ai découvert le jeu, je venais de rentrer dans le monde du jeu et je cherchais, juste après le Covid, et je cherchais des cadeaux de Noël et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air bien, ça me parle bien en termes de thème. Et je me suis fait offrir ça par ma mère, c'est la première fois que ma mère m'offrait un cadeau qui me plaisait. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Le générique de fin sera peut-être message personnel de François Jardy. non mais du coup ça m'a vraiment fait plaisir et du coup je suis rentré là-dedans et je me suis dit dans quoi je m'embarque. Et moi concrètement, du coup je suis rentré là-dedans. En vrai j'étais attiré par le côté asymétrique et un peu de dire... Ben voilà, si t'es un chat, tu te bats pas pareil qu'un oiseau. Déjà, ce concept-là, je trouvais ça juste génial. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le thème qui t'a attiré, c'est la baston dans la forêt où chacun joue une faction anthropomorphique d'animaux. Voilà, c'est ça le thème du jeu. Il y a les chats capitalistes, enfin les loups capitalistes, les chats qui rasent la forêt. Est-ce que tu connaissais la violence du jeu? Parce que c'est quand même un jeu violent. Bah, ce qui se passe, c'est que, en vrai, oui et non, parce que il y a un expert en game design qui m'avait dit que c'était un Eurogame au début, donc du coup, voilà. Oui, non, mais oui. Voilà. Donc du coup, je savais pas, mais en même temps, ça m'a plu assez rapidement. Ok, bah moi j'avais découvert, je pense que c'était à l'époque où je regardais encore Shut Up and Sit Down, qu'ils avaient sorti la vidéo à la sortie du jeu, et effectivement le thème m'avait pas interpellé, plus c'était un peu mon style de jeu, parce que c'était l'époque où j'étais... Trône de fer, Kemet, Cyclade, violent. Voilà, baston. La brute. Et bah voilà, j'ai découvert le jeu quasiment à sa sortie, puis j'ai surtout joué en ligne en fait. Donc ça sortit en anglais. Ça sorti en anglais, ouais. Oui. Donc t'as fait le premier Kickstarter? Alors non, j'ai pas fait Kickstarter parce que je jouais sur Tabletop Simulator. D'accord. Et je n'ai acheté le jeu qu'une fois qu'il est sorti en VF, et donc j'ai joué pour la première fois physiquement bien après. Et comme du coup j'ai un peu roulé sur mes voisins parce que j'avais déjà fait 100 parties en ligne, j'ai eu du mal à le ressortir. Bref. Oui. Ça c'est un autre petit problème du jeu, mais on en reparlera. Du coup, on peut parler un petit peu de la... Ouais, t'as des démos un peu asymétriques, tout ça. Alors, donc le jeu, c'est un jeu où c'est un jeu dans la lignée de l'éditeur où chaque faction va se jouer de manière très différente. Et c'est ça en même temps une des qualités et du défaut du jeu, c'est que pour bien jouer, il faut comprendre les 4 personnes à la table, comment ils vont jouer, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils vont entrevoir la vie dans la forêt. Alors si je puis me permettre, il y a asymétrie. Quand on parle de site, vous avez des factions asymétriques, mais chaque faction va suivre les mêmes règles à quelques détails près. Root, alors mis à part Vast, est un des premiers jeux où il y a une asymétrie qui est fondamentale, même en termes de règles, c'est-à-dire que chaque faction va suivre un corpus de règles différents, avec des rythmes de jeu différents, c'est ce qu'on va creuser dans chaque vidéo dédiée, et avec des façons complètement asymétriques de marquer des points. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans Side, ce qui n'est pas le cas dans d'autres jeux. Et il faut les connaître pour pouvoir les intervenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que les règles sont très compliquées, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut apprendre 4 fois les règles, parce qu'il faut apprendre toutes les mécaniques communes, puis vraiment pour bien jouer chaque faction, mais pour une première partie, on n'est pas non plus obligé de maîtriser chaque faction sur le bout des doigts.
Et ce que je voulais dire, c'est d'un point de vue un peu historique, parce que toi tu parlais de wargame, et en fait il y a cette niche des wargames qui s'appelait les coin games, historiquement. Qui Counter-insurgency. Counter-insurgency. Contre voilà. les insurgés. Parce que c'était des jeux où il y en avait un qui jouait, par exemple, tu vas avoir les Américains contre les Vietnamiens, et donc une grosse asymétrie dans les moyens ou les façons de gagner, ou les Américains contre les guerrieros, c'est souvent les Américains contre des trucs. C'est souvent guérilla en fait. Et voilà, c'est jeux et concrètement, c'est pour ça qu'en général, dans les coins, il y a toujours 4. C'est toujours des jeux à 4 avec 4 factions qui sont fortes dans leur manière de faire. Et les coins, c'est eux les premiers jeux vraiment avec une asymétrie très 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 forte et une manière de jeu très différente. Et donc l'asymétrie vient vraiment, vient vraiment infuser le thème et les mécaniques de façon hyper profonde. Une notion super importante aussi dans Root, avec l'asymétrie, c'est la notion, alors les Anglais disent entanglement, c'est l'enchevêtrement. Ouais. Et c'est l'idée que si chacun joue dans son coin, le jeu marche pas du tout. Et qu'en fait, tout le monde doit se mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a des factions qui vont juste scorer plus vite, qui vont être plus fortes. Et il y a des factions, ça va être plus lent de se mettre en place, mais par contre, ils ont les outils pour ralentir les autres. Ils ont moins d'outils pour scorer, mais ils ont des outils pour ralentir les autres. Et ils vont scorer beaucoup à la fin. Ou autre. Voilà. Et ce qui est intéressant par rapport à l'enchevêtrement, c'est qu'une partie avec les loutres, si on enlève les loutres et qu'on met les corbeaux à la place, sera foncièrement totalement différente. On peut pas, ça se ressemblera pas. Ouais. Et alors, ce qui est important de noter, c'est donc le but du jeu, c'est de gagner. La partie s'arrête quand un joueur marque 30 points. Ça, c'est une vision mécanique. Jean-Michel Grosjeu dirait que en fait, c'est juste la représentation du but d'une faction. Typiquement, les chats, leur but, c'est d'industrialiser la forêt. L'Alliance de la forêt, leur but, c'est de libérer la forêt du joug des autres, etc. Et qu'ensuite, sur ces buts-là, on va mettre une métrique qui va se transformer en points, mais il va y avoir une immersion liée au fait qu'on va vraiment avoir un but qui se concrétise de manière différente sur le plateau. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment un écosystème quand on joue, et il y a, un peu comme tous les jeux de Laser Games, il y a un peu une partie un peu de je ne vais pas dire que c'est un jeu narratif, mais de narration émergente, parce qu'on peut se raconter une histoire avec l'écosystème, les factions en jeu. Narration émergente, c'est ce qu'on appelle narratif chez nous. Oui, on appelle ça immersif. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord, mais moi je suis d'accord pour dire que c'est... En fait, c'est narratif sans lecture de paragraphes, on va dire. Voilà, à la fin, on peut se raconter la partie en disant « Ah, t'as vu ce que les chats ont fait ?» Il y a des vagues, des cycles qui racontent une histoire. C'est thématiquement cohérent et immersif. Oui. Là, et en parlant de thème cohérent, c'est écrit dans les règles de Pax Pamir que toute la philosophie de Pax Pamir, donc la guerre en Afghanistan et les différentes factions, se retrouve dans Root. Donc, en fait, c'est même l'inverse, c'est que d'après ce que tu disais, l'auteur a voulu publier un autre jeu sur l'Afghanistan et Leader Game a dit à Cole Worley, on était gentil, mais là, ce thème, il est un petit peu trop austère. Il faudrait le rethématiser pour qu'on arrive à le vendre. Mais des chats et des ratons laveurs. Et il a rethématisé avec les petits animaux, ce qui a donné Root. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit vendu à la FNAC est pour moi juste... du génie marketing. Non, mais c'est juste basé sur son visuel. Je m'avance peut-être, mais je ne pense pas que ceux qui ont choisi de le vendre à la FNAC, qui travaillent à la FNAC, comprennent ce qu'ils ont mis en rayon. Les implications historiques et ce qu'il y a derrière et tout, certainement pas. Certainement pas. Par contre, quand tu regardes le détail de la couverture, on voit qu'ils ont des regards sadiques, les oiseaux. Ah non, mais c'est une boucherie, hein. Enfin, c'est un univers. C'est ça. C'est Happy Tree Friends. Mais après, le jeu a quand même pris une vie qui lui est propre. Il y a un jeu de rôle maintenant, il y a tout un truc, et un univers qui lui est propre. Bien sûr, il y a un jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle. Oui, mais on va organiser une partie un jour. Mais parce que je pense qu'il y a 4 semaines ou 8, tu as dit qu'il te restait plus de 10 pages à lire. Oui, il est fini le livre. Ah, t'as fini? Oui. Moi, il y a l'update de ma pile de la honte, mais alors lui, c'est l'update de la lecture des règles de Root, le jeu de rôle. Oui. À partir de là, est-ce que vous pensez que le jeu est fait pour vous? C'est simple, parce que vous aimez la baston, c'est un jeu hyper agressif quand même. Est-ce que vous aimez négocier? Oui, parce que c'est un jeu, si tu négocies pas en disant si tu tapes pas lui, je vais mourir. Voilà. En fait, c'est un jeu, comme beaucoup de jeux de baston, où il va y avoir des faiseurs de rois. King-making en anglais. Et donc, king-making dit discussion.
Si tu fais pas ça, lui il va l'emporter. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Oui, mais attends, moi c'est pas moi qui vais jouer les pompiers. Moi je suis dernier au score, etc. Et puis ça discute comme ça. Et le kingmaking est un mécanisme de ce jeu. C'est pas un travers. C'est pas un travers. C'est conçu. C'est pas un effet secondaire néfaste qui est là à main. S'il y a du kingmaking, c'est vraiment penser pour. Penser pour. Et bon, de toute façon, moi le kingmaking, ce terme, moi j'appelle ça la victoire diplomatique. Oui, mais c'est pareil. Ce qui se passe, c'est que les gens du kingmaking, c'est négatif. Oui, mais faiseur de roi était un poste dans la diplomatie. Pendant des années, il y avait les faiseurs de roi. C'est un vrai truc qui a existé. Donc, il faut arrêter de dire que c'est négatif. Moi, je ne trouve pas ça que c'est un truc négatif. Ça, on pourra en beaucoup discuter de longtemps. Mais voilà. Mais bon, ça existe dans on va le dire en français parce que faiseur de roi, ça rend quand même. C'est plus classe quand même. Hein. Et il y a du hasard. Il y a du hasard parce qu'on jette des dés. On jette des dés, on pioche des cartes. Voilà. Il y a de la mitigation de hasard comme dans beaucoup de jeux aujourd'hui, c'est pas du risque. Quoi. Déjà la variance du dé est faible, l'attaquant prend toujours le plus fort, etc. Il y a des cartes pour s'aider, bon bref. On peut évaluer ses chances de l'emporter, oui. Mais comme beaucoup de jeux de combat, si on connaît l'issue du combat avant d'y aller, on n'y va pas, c'est pas déterminé. Ça devient votre faute. De toute façon, les meilleurs joueurs, ils lancent pas de dés. Hein. Très peu, ils essayent le moins possible. De toute façon, les champions au tournoi de France sont globalement toujours les mêmes. Ah oui, ce qui montre... le même non, mais il a perdu l'année dernière. Non, mais ce qui montre que le hasard a peu d'effet, en fait. Oui, non, mais clairement, quand on voit les classements, que ce soit la communauté anglophone ou la communauté francophone, les classements des joueurs compétitifs sur un pool de centaines de joueurs... On va dire c'est les 10 mêmes. Les 10 mêmes, World Wide, c'est les mêmes. Donc si vous pensez que vous avez perdu à cause d'un problème de chance, il faut revoir notre vidéo sur les mauvais joueurs. Et un dernier élément peut-être pour vous aider à décider, parce que toi tu en as parlé, que ton objectif à la base c'était d'avoir un groupe pour jouer. Voilà, c'est un jeu qui demande, à contre-courant de beaucoup de jeux actuels, d'y jouer pas mal de fois. Voilà. Et récompense l'investissement. Voilà. Déjà, idéalement, il faudrait jouer une fois toutes les factions, minimum, pour bien comprendre comment elles fonctionnent. Et ensuite, en fonction des 4 factions, si vous jouez à 4 qui sont autour de la table, vous allez jouer différemment. Inverser les rôles. Déjà faire un tour de table avec les 4 factions, ça fait déjà 4 matchs. Et il y a combien de factions ? Il y en a 6 même dans la boîte de base. Donc, oui. Non, mais il y en a combien de factions en tout ? Oula Si on parle pas des factions qui 10 sont... et il y en a 2 autres qui vont sortir. Donc il y en a 12 officiels. Ouais. Après, il y a les fan-factions, on en reparlera. On en reparlera. Alors justement, si on parlait de l'offre pléthorique autour du jeu. Il y a le jeu de base avec 6 factions. Ouais. Donc c'est quoi ? Il y a les chats. Les impérialistes. Ouais, qui veulent raser la forêt. Ils veulent industrialiser. Ouais, les industrialistes, c'est ça que je voulais dire. Ils font beaucoup de scieries, ça rase quand même pas mal. La canopée, les dynasties de la canopée, donc ça c'est les oiseaux. Les anciens dirigeants de la forêt. Voilà, c'est un jeu de programmation où il ne faut pas se casser la gueule. Donc c'est les Afghans ? Non, c'est les anciens... eux c'est plus la Russie, moi je dirais. D'accord. Parce que c'est ceux qui dirigeaient leur truc et c'est un empire et ça. De toute façon, c'est prévu que je pose la question à Cole exactement. De toute façon, il fera une vidéo sur tout le lore du jeu de rôle, parce qu'il l'a lu, c'est ça, j'ai compris. On filmera les parties sur Twitch. Après, il y a l'Alliance de la Forêt, donc ça, c'est les rebelles. C'est eux qui vont attirer la sympathie dans la forêt pour se rebeller contre l'oppresseur. En fait, ce sont les habitants originels. C'est eux les Afghans. Et il y a quelqu'un dans la table qui a dit que c'était les Mélenchonistes. Alors, c'est pas les habitants, les premiers habitants de la France, les Mélenchonistes. Non, je crois que c'est toi qui avais dit ça. Pas les habitants originels. Et c'est les Che Guevara ou les brioches, les petits meeples. Et il y a le Vagabond, c'est la dernière faction de base, des 4, on va dire, de la VO. On a plus dans la VF. Le Vagabond qui lui, en fait, il est tout seul et il fait son petit jeu de rôle. Il fait un jeu de rôle, il fait des quêtes, il fait des missions. Et si on le laisse tranquille, il gagne. Voilà. Mais le jeu de rôle, tu sais, un peu comme tu joues avec le mec qui a min-maxé ses stats et qui bute tous les PNJ pour faire de l'XP, quoi. Lui, dans l'histoire, c'est pas... Dans le jeu de rôle, on joue que des vagabonds. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est les 4 factions de la VO. Et dans la VF, dans la boîte de base, il y en a 6. Donc c'est pas mal. Parce qu'ils ont intégré la première extension. Ils ont intégré la première extension directement dans le jeu de base. Et du coup, il y a les loutres,
ta faction de choix. Les loutres, j'aime bien les loutres. C'est les commerçants, les vendeurs, les négociateurs. C'est les capitalistes, eux, c'est que de la négo, ils vendent leurs cartes, ils vendent leurs guerriers. Ils vendent leur mère, ils vendent tout. En fait, c'est les vendeurs d'armes qui profitent un petit peu de la guerre pour... voilà, quoi. Et les États-Unis, quoi. Voilà. Entre autres. Et la dernière faction, c'est le culte des lézards. Donc voilà, eux, c'est le fanatisme religieux, la création de religion, et de dire voilà, c'est la création de la religion qui va faire gagner la forêt. C'est un point de vue. C'est le Hezbollah. Hein. Ça va peut-être couper. Mais pas du tout. Ils font des jardins. Ils sont pour la paix. Si t'es pas d'accord avec eux, ils te convertissent et tu disparais. Non, attends, passe. Ok. Donc ça, c'est le jeu de base en français. Plus il y a quelques maps. Il y a la map automne-hiver. Il y a des différents vagabonds parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de vagabonds. Il y a des variations, bref. Donc ça, c'est le jeu de base en VF. Ouais. Plus l'extension intégrée, l'extension numéro 1. Après en VF, extension 1. Voilà, il y a Monde souterrain. Donc là, c'est ma faction préférée. Une faction, c'est les duchés d'Éthiopie. Donc eux, c'est les empereurs, mais ils sont sous la terre, ils sont secrets, quoi. Ils ressortent. C'est le duché souterrain, donc eux, à un moment, ils disent « Ah, c'est le bordel à la surface, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. » Ils sont un peu kafkaïens avec leurs ministres, c'est un peu particulier. Après, il y a les conspirations du Covid, enfin, la conspiration corvidée. Les corvidés. Les corvidés. Eux, c'est des trolls, c'est des terroristes. C'est des terroristes nommés. Ils bluffent, ils foutent le bordel. Il faut exploser des bombes, voilà. Eux, c'est par la terreur, ils gagneront. Voilà. Donc, dans cette boîte, en plus des factions, il y a aussi un autre deck de cartes qui est... Parce que ça, le deck original, il est comme ça, le deck changé est comme ça. Ouais. On va parler des mécanismes dans pas très longtemps. Et il y a d'autres maps. Oui. Voilà. Map montagne et voilà. Et il y a les bots solo si vous voulez jouer au solo. Pour ceux qui aiment le solo, voilà. Après, il y a la deuxième extension. Qui sont bien, hein, pour info. On reviendra dessus. Il y a l'extension numéro 2 qui est l'extension des maraudeurs qui vient de sortir. Il est sorti en français celui-là ? Je crois que ça vient de sortir. Bon. Il y a un mois ou deux, tu vois. On a fait cette vidéo. Nous, on y a déjà joué plein de fois en anglais, donc on ne sait pas. Et dans les maraudeurs, il y a deux factions. Il y a les Templiers, qui sont les blaireaux. Les blaireaux, gardiens d'airain en français, je ne sais pas comment on traduit ça. Templiers. Les Templiers, très bien. Pour chercher des reliques au cœur de la forêt, ils sont hyper défensifs. Voilà. Et après, tu as le Seigneur des rats, qui lui va gérer une flopée de rats qui se multiplient et eux ils veulent oppresser la forêt. Il va bourriner globalement. Hein, ils brûlent tout sur leur passage. Il brûle, il bourrine. C'est Attila quoi. Ouais. C'est vraiment. C'est vraiment ça. C'est vraiment les 1. Voilà. Ça rajoute aussi des bots et ça rajoute une nouvelle mécanique qui s'appelle les nomades, qui sont en fait des mini-factions. Ah, c'est comme ça qu'ils ont dit en français, nomades ? Ouais, c'est nomades. Qui sont des mini-factions qui ont pour objectif d'apporter des petits pouvoirs et donc d'équilibrer le jeu à moins de 4. On va dire que c'est l'intention de base. Oui, parce que le jeu idéalement marche très très bien à 4, sauf quand il y a les nomades. Voilà. Il y a une troisième extension dont le Kickstarter VO arrive ce mois-ci là. Ça s'appelait Homeland avec les chauves-souris et les grenouilles. Vous découvrirez ça. En gros, c'est une diaspora qui essaie de revenir dans sa terre d'origine. Et ça a été annoncé, ça a été dit dans les trucs, c'est le peuple juif qui revient sur sa terre, c'est une analyse de ça. Et l'autre, c'est les chauves-souris qui est quelqu'un qui fait de la... c'est l'ONU. Ouais, c'est l'ONU, c'est la diplomatie, c'est la négociation. Ils n'aiment pas la guerre, c'est mal. Alors, c'est quoi la meilleure configuration ? 6 pour la première partie ? Si tu veux ne plus jamais rejouer à Route, c'est 6. Ah d'accord. Tu veux dégoûter tout le monde. Parce que, oui, qu'est-ce qu'ils annoncent sur la boîte en termes de nombre ? De 1 à 5. Non, de 1 à 6. Sur la boîte française, oui. 1 à 6. Mais on est sur la VO, non, parce qu'il n'y a que 4 factions. Donc à mon avis, c'est plutôt même de 2 à 4 sur la première version, parce qu'il n'y avait même pas les bots. Donc on va dire que c'est de 2 à 4. Mais de toute façon, le jeu a été designé et pensé pour être joué à 4 avec les 4 factions de base, les chats, les oiseaux, les rebelles et le vagabond. Ça a été vraiment le design initial. Et bon, pour moi, le jeu est idéal à 4. Parce qu'il y a vraiment une stabilité. Le truc, c'est qu'à 3... C'est parce qu'à 3, s'il y a quelqu'un qui est vraiment en avance, à 2, on n'a pas assez pour le rattraper. À 3, ça se joue, mais il y a des configurations qui sont vraiment casse-gueule. Et en fait, à la moindre erreur, le jeu peut vraiment déraper et une faction peut s'emballer et gagner très très vite. C'est plus dur, puisque le jeu s'équilibre à travers les joueurs. Oui.
Et forcément, à 3, c'est plus dur. Est-ce qu'on peut jouer à 3 plus un bot? Oui. D'accord. Alors les bots, ils ont leur... il y a des bots en cuir, il y a des bots en... Il y a des lois spécifiques de la robotique pour... Tu veux dire que les bots n'ont pas le droit de porter atteinte à un être humain? Exactement, parce qu'il n'y a pas d'humain dans Root. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc il y a des lois et ça, honnêtement, moi j'ai déjà joué avec les bots et ça se marche bien. Hein. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui jouent à 2 avec des bots, on peut jouer à 2 contre des bots. Ouais, tu peux jouer en coopératif. Voilà, je n'ai jamais joué avec les bots. J'ai déjà joué, une fois j'ai déjà fait une partie avec 4 bots qui jouaient contre eux. Tu les as regardés jouer tout seul ou Non, je faisais les actions pour eux, mais c'était drôle. Donc voilà, donc 3 ça se joue mais c'est un peu casse-gueule. Et 2, c'est très spécifique. Déjà, avec la boîte de base, il n'y a quasiment qu'une seule configuration, c'est chat contre oiseau. Parce qu'en fait, il n'y a que forcément que les factions qui sont très fortes militairement. Avec qui ça marche. Qui peuvent jouer en duel, sinon ça ne marche pas. Après, avec les extensions, ils ont prévu justement les rats contre les blaireaux, ça marche. Voilà, les maraudeurs, c'est une bonne extension pour jouer à 2, parce que ça rajoute des factions pour jouer à 2, enfin des factions militaires, et ça rajoute aussi les nomades, qui sont les mini-factions, qui du coup rendent le jeu un peu plus intéressant à 2. Alors, voilà. Moi j'ai une question qui est un peu plus large. C'est le jeu était designé à la base avec 4 factions, donc très testé. Comment est-ce qu'on maintient un équilibre en introduisant comme ça de manière régulière autant de factions? Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, c'est pas régulier, c'est tous les 2 ans qu'ils rajoutent une faction, donc c'est pas toutes les 6 mois. Vu la communauté, il y a quand même beaucoup de playtesting déjà. Il y a eu plusieurs vagues de révision des règles, et aussi d'équilibrage des factions. Maintenant, c'est relativement stable. Ouais. Par exemple, le Vagabond, ils l'ont nerfé, ils l'ont affaibli assez rapidement parce que sinon, ils gagnaient trop facilement. Et du coup, il y a un gros bouleversement qui est arrivé à peu près au milieu de la vie de route qui s'appelle la mise en place avancée. D'accord. Avec des cartes comme ça. Avec des cartes comme ça. Que vraiment, je vous invite à rechercher la mise en place avancée. Si vous ne l'avez pas, elle est dans la boîte Maraudeur, c'est des cartes, mais vous trouvez Print and Play sur Internet. Sur BGG, sur BGG, n'importe où. On mettra des liens. On mettra des liens mise en place avancée. La mise en place avancée, comme son nom l'indique, ça va changer la mise en place du jeu, donc ça va rééquilibrer certaines factions. Par exemple, les chats ont plus de guerriers, les lézards commencent avec des acolytes. Des acolytes parce que sinon ils mettaient 2 tours à commencer à jouer. Donc déjà, ça rééquilibre les forces en présence à la mise en place, et ça va aussi introduire un système de draft qu'on n'est pas obligé d'utiliser. On peut juste utiliser les cartes déjà pour équilibrer les factions, mais aussi un système de draft. Qui du coup il y a une grosse méta sur le draft puisque ça va être si je suis premier joueur, j'ai un avantage, donc je vais choisir ma faction en dernier et je vais me setup en dernier, et donc le choix de la faction, le setup, où est-ce que je me mets, va vraiment impacter et quand tu parles de draft, c'est le draft des cartes qu'on reçoit au départ? Oui, ça en fait partie, mais c'est surtout le draft de la faction. En vrai, il va y avoir 5, si on joue à 4, on va y avoir 5 factions posées devant nous. Et on choisit un petit peu comme un projet Gaïa en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des systèmes d'enchères de points de victoire sur non, parce que ça s'arrête à 30. Donc oui. Ce serait compliqué. Non, il y a vraiment que le draft de la mise en place avancée, mais qui marche bien. Qui marche bien. Il y a pas besoin. C'est pas site où il faut équilibrer avec en rajoutant des points à droite à gauche. À très haut niveau, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le draft de la mise en place avancée. Et puis le jeu s'équilibre encore une fois à travers les joueurs. Donc c'est un jeu asymétrique. Donc il se déséquilibre grâce aux joueurs. Voilà. Oui, et mais c'est pour ça que c'est ça ce jeu. Si vous connaissez le jeu, il faut passer du temps à former. Oui, et il faut qu'un groupe évolue ensemble en fait. Voilà. Par exemple, moi quand j'essaie d'introduire des joueurs, je fais des parties où je fais un peu une masterclass où je dis tiens tu peux faire ça. Je vais pas écraser pour écraser. Je gagne jamais mes parties de route en général parce que j'explique comment les gens devraient faire. C'est uniquement pour ça. Je vois pas d'autre raison. Si vous voulez vous entraîner, vous avez une application en ligne qui est extrêmement bien faite. Il y en a 2, il y a l'application Steam ou l'application smartphone qui est la même, mais c'est 2 ans. Alors le même compte peut être connecté, donc tu es obligé d'acheter 2 fois le jeu de base, mais si tu achètes les extensions sur l'un, tu l'as aussi sur ton compte. D'accord. Donc ça c'est pas mal, ça c'est bien. Tu peux l'avoir, moi je l'ai sur mon téléphone et sur mon PC, c'est le même compte. Alors l'application elle est très très bien pour apprendre les règles, parce qu'en fait on peut pas faire de fausses manips, puisque tout est cadré. On peut s'entraîner contre des bots, donc il n'y a pas la pression de je vais me faire latter en ligne, voilà. Oui. Et par exemple, les loots, je ne comprenais pas une partie du mécanisme, je ne comprenais pas. Et j'ai fait plein de parties jusqu'à temps que je dise
c'est ça, comment ça marche, et pour comprendre vraiment. Il y a un tutoriel par faction? Oui. Ouais, il y a déjà par faction, il y a des défis, il y a plein de trucs. Vraiment, pour apprendre les règles, c'est top. L'application, elle est super quali en termes de vraiment. Les animations sont choupies. C'est vraiment, vraiment top. La musique est sympa. Les défauts, c'est qu'il n'y a pas tout le contenu. Ouais. Il n'y a pas toutes les factions. Et si on joue en ligne avec des randoms qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de négo. Oui. Parce Est-ce qu'il y a un système de hello? Il y a un chat. Il y a un classement au point, mais non, c'est vraiment pas. Ça veut rien dire. Enfin, c'est pas incroyable. Le seul classement qui compte, c'est la médaille. Et donc, non, mais le jeu est différent. Enfin, je ne vais pas faire du gatekeeping de route, mais le jeu sans négo est très différent du jeu avec négo. Nous, on avait quelqu'un dans la communauté du tournoi qui avait fait vraiment plus de 1000 parties en ligne. Mais vraiment, toujours en mode aléatoire. Et en fait, il est arrivé sur le Discord, et c'était un très bon joueur, hein, mais il n'avait pas la méta de la négociation. Et en fait, il gagnait pas beaucoup au début parce qu'il ne comprenait pas que quand il faisait des moves hyper forts, quand tu joues en ligne et que les gens... nous, on se mettait à 3 contre 1, et en fait, on le contrait, il s'écroulait. Et en fait, c'est ça pour moi entre guillemets le vrai jeu. Je veux pas dire que les gens qui jouent. Oui, non, mais ça fait partie. C'est un jeu différent. C'est pas le même jeu. C'est une mécanique du jeu qui n'est pas écrite dans les règles. Donc c'est rentre vraiment dans la catégorie metagaming qui fait partie du jeu, mais qui est. Une autre façon de jouer, c'est Tabletop Simulator. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un simulateur physique sur PC en fait qui va simuler des jeux de société. Il y a des milliers de jeux de société auxquels vous pouvez jouer, et donc il y a un mode par jeu, et donc il y a un mode route, un mode en français et un mode en anglais d'ailleurs, qui est complètement adoubé par Leader Games. Ça ne pose aucun problème. Et au contraire, ils aiment bien. Hein. Au contraire, ils font tout pour favoriser la communauté. Par contre, il faut faire toutes les manipulations réelles. Assez difficile à prendre en main. Alors après, c'est scripté, une fois qu'on a l'habitude, qu'on nous a montré, en vrai ça va, mais comme c'est un simulateur physique, il faut exactement cliquer pour soulever son jeton, le placer. Donc on peut faire des erreurs de règles puisqu'on fait ce qu'on veut. Oui. Par contre, il y a tout le contenu et plus, puisqu'il y a tout le contenu officiel, toutes les fanfactions, plein de modules dans tous les sens de la communauté. Voilà. Donc les Anglais jouent pas mal sur Tabletop Simulator quand même. Il y a même le module Nicolas Cage. Oui, pour les lézards. Pour le croque-mort. Non, pour les lézards, parce que du coup, ils disent qu'ils prient Nicolas Cage. Il y a des petites blagues méta de la communauté. Voilà. Bon, il y a d'autres façons de jouer, mais un peu plus... vous verrez si vous rejoignez le Discord. Donc il y a un Discord francophone. Ouais. Voilà. Il y a même plusieurs Discords francophones. Il y a le Discord... on mettra le principal dans la... route. Alors, ça dépend. Parce qu'il y a le Discord principal. Ouais. Qui est pour jouer comme ça, et il y a quand même le Discord compétitif. Oui, on mettra. Alors oui, qu'est-ce qu'on y trouve sur ces Discords en fait, à part des gens? Le Discord un peu francophone. Le francophone, mais concrètement, j'ai rencontré pas mal de joueurs de route, et si on dit, je suis à Paris, ça joue demain, les gens, tu trouves des joueurs. Et ça, tu l'as pas sur des pages Facebook dédiées justement aussi? C'est moins instantané? Je sais pas, c'est pas là où sont les gens. D'accord. Ouais, les gens sont sur le Discord francophone, mais le Discord francophone route est assez large. En fait, je vois pas mal de jeux Leader Games, il y a un peu tout un écosystème. Il y a route plus tout ce qui est Call Worley ou Leader Game fait. En gros, c'est. Et il y a le Discord route on va dire compétitif, qui est pour les tournois de route, où là ça joue. Et donc là, ça veut dire que si moi j'essaye on me demande c'est quoi ton hello, c'est quoi ton. Tu seras accepté, mais tu perdras. Non. En vrai non, il y a plein de débutants qui arrivent tout le temps. Nous au contraire, plus il y a de débutants, plus c'est cool, parce que ça alimente un petit peu le pool de joueurs. On veut pas jouer contre les 20 mêmes tout le temps. Oui, c'est une communauté qui est très inclusive, hein, voilà. Malgré ce qui. Ce qu'on dit, c'est que c'est une communauté qui est bienveillante et qui accueille. Ouais, complètement. Et qui ça fait un peu penser à Flesh and Blood. Voilà, et on va passer du temps à expliquer, à faire des masterclass, de dire fais ça, pour éduquer les joueurs, pour dire C'est pour ça qu'on fait ces vidéos aussi, c'est pour donner envie aux gens qu'ils aient les bons outils, qu'ils aient envie de s'investir. Il ne faut pas forcément le même tatouage. Pas encore. Ça c'est quand on est niveau 3 ultraviolet. Si tu veux être admis dans le cercle intérieur, là c'est tatouage, fer rouge dans le dos. Et juste en termes de communauté, il y a au tournoi route, la dernière fois, il y avait des gamins de 10 ans. Et ils sont partis en hurlant, non? Alors, qui pleurent pas. Je voulais parler de la Coupe de France, qui est un événement physique, qui est un peu lié au tournoi compétitif, mais pas vraiment. Enfin, c'est indépendant. Mais c'est la grande journée route. Et il y a des qualifs dans toute la France. Ouais.
Alors Donc ça, c'est très ça, décentralisé. vous trouverez les annonces sur le Discord ou sur la page Facebook. Tous les ans, il y a le tournoi. C'est très décentralisé, il y a des qualifs dans toute la France. Il y a tous les niveaux. Moi, chaque fois que j'y vais, il y a vraiment des gens qui ont 3 parties et ça se passe super bien. On est super contents. Même pour les gens expérimentés, on voit des méta en fait qu'on connaît pas, des moves que j'ai jamais vus. Ou même penser que ce serait possible. Ou penser, et tu te dis, et puis ça peut marcher et tout, et tu fais, ah ouais, c'est intéressant. Et voilà. Et après, il y a les phases finales à Paris, mais qui sont ouvertes à tout. Enfin, à Paris, pour l'instant, c'est toujours à Paris, ça peut changer. C'est centralisé, on est comme la France. Mais, et où il y a, même si on n'est pas qualifié, on peut venir, parce qu'il y a notamment Jean-Charles et d'autres. Moi, je joue à John Company là-bas. Voilà, qui anime plein de jeux. Moi, j'ai une question. Jean-Charles, toi, tu fais le tournoi? Non, moi, je vais à John Company. Non, mais je parle des qualifications. Ce qui se passe l'année dernière, je suis pas allé parce que il y avait plus de place. Il y avait plus de place. C'est dommage. mais je suis déjà allé où je m'étais qualifié et ça. D'accord. Je me suis déjà qualifié une fois. Mais voilà, j'y vais principalement pour jouer, pas forcément pour gagner, juste parce que ça fait Ça, on sait. Non mais voilà, pour dire en tout cas que la communauté elle est hyper active, elle est hyper bienveillante, parce que le jeu a quand même 6 ans. Oui, mais Et ce qui est fou, c'est que le jeu a 6 ans, on parle régulièrement dans nos vidéos du fait qu'on s'aperçoit qu'on a de moins en moins d'intérêt envers les jeux qui sortent, les nouveautés, qui sont des jeux assez génériques. Et finalement, Root, c'est vraiment un jeu qui s'est inscrit dans la durée, qui a son fan club, et qui est dans les hotness de BGG toute l'année. Oui, et en fait, clairement, en y jouant, moi je l'ai découvert l'année dernière, je pense, c'est un jeu qui est très actuel. Enfin, il n'a pas pris une ride, quoi. Ouais, c'est super riche. Et c'est extrêmement riche, ouais. Et puis en plus, j'ai compris qu'ils avaient sous-entendu que l'extension du coup Marauder serait la dernière, et en fait ils repartent pour une extension parce que la communauté elle est toujours là, toujours active, toujours derrière. Ce qui se passe, c'est qu'en vrai, c'est des gens dans le studio qui sont touchés par des problèmes sociopolitiques et qui essaient de les mettre en... Et l'écologique aussi, parce que la sauvegarde des grenouilles, c'est un problème écologique avant tout. La biodiversité. Et puis les chauves-souris qui portent des maladies, c'est... Bon bref. Et l'ONU qui porte les maladies, qui croit que c'est un complot. et pour dire, je sais qu'il y a une des maps qui va sortir avec la prochaine extension, qui est une map qui a été créée par un fan de la communauté. D'accord. Parce donc il y a vraiment une collaboration étroite. Ils prennent, et même les nouveaux bots ont été créés par quelqu'un de la communauté, parce que le premier bot était, on va dire, faible, celui qu'on trouve dans la boîte de base. Les nouveaux bots sont vraiment cool et ils sont basés sur les trucs de la communauté. D'accord. Alors on parle de map, là on va faire un insert de la map de base. Quelles vont être les différences entre les différentes maps qui sortent? Alors là, on pourrait faire une vidéo. Juste pour faire simple, cette map-là, elle est fixe, les factions ne bougent pas, et les clairières ne bougent pas. L'autre map... les clairières bougent? Les clairières changent de couleur en fonction de... Ça dépend si t'as beaucoup bu ou pas. Il y a des tremblements de terre. Si t'as léché le dos de la grenouille, ça bouge. Il y a des glissements de terrain. L'autre, les clairières, en fonction la répartition va être aléatoire. Aléatoire. Déjà, du coup, ça peut changer déjà la dynamique de la partie. Le nombre de chemins, les connexions des chemins vont être différents. Donc il y a des maps qui vont être plus claustrophobes, où ça va être plus dur de se déplacer, d'autres qui vont être plus ouvertes. Il y a la rivière qui coupe aussi la map, qui va être différente. Qui coule au milieu. Ou pas. Et au milieu coule une rivière. Et donc ça va impacter la loupe. Tu l'as pas? Au milieu coule la rivière, non? Si, oui. Je mettrai un insert. Mais il était pas moi non plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... donc il y a la rivière, les chemins. Après il y a les montagnes qu'on peut ouvrir. Et après souvent il y a une petite mécanique qui est propre à la map. Non mais si tu me dis qu'on peut faire une vidéo, faisons une vidéo. On fera une vidéo et on. Mais de toute façon dans chaque guide, forcément on parle un peu de chaque map sur comment chaque faction performe sur chaque map et comment elle se met en place. On le montre. Pour la déforestation de la marquise des chats, on est sponsorisé par Nutella. Parce que fait avec de l'huile de palme qui est... Non mais alors j'ai vu les dernières pubs Nutella, apparemment ils sont vachement pour l'environnement maintenant. J'y crois. Toi tu vas te faire comme Hidalgo, tu vas te prendre des tacles, bon bref. On parle pas de poétique ici. Bon en tout cas c'est pour ça qu'il n'y a pas de faction orang-outan en tout cas, hein, donc je pense que... On n'a pas compris. Déforestation de l'huile de palme, c'est un problème à cause des orang-outans, tu sais pas toi? Mais oui. Non, j'avais pas le lien. Ok, d'accord, bon. C'est pas, on va le laisser. On apprend tous les jours.
Voilà, quelques conseils pour votre première partie. Quelques conseils pour la première partie. Alors, Avoir des amis. avoir des amis. Ou jouer en ligne et trouver des amis en ligne. Bah, en gros, trouvez-vous un petit groupe ou contactez les gens sur les Discord et trouvez des gens qui savent jouer. Voilà. Ou si vous êtes à Paris... Est-ce que c'est facile? Parce que moi, je joue le Béotien. Je mettrai la définition. Est-ce que c'est facile d'acheter le jeu entre personnes qui ne connaissent pas et de monter en compétence à partir de zéro? Parce que là, on dit trouver des joueurs qui connaissent le jeu. Oui. Ce qui se passe, c'est que c'est comme n'importe quel jeu. T'arrives à apprendre un Lacerda tout seul. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Alors moi, le fait que tu aies une asymétrie qui est très prononcée, le fait que je dirais pas que c'est pas comme n'importe quel jeu. Moi, je trouve ça bien, mais c'est pas obligé d'avoir de peut-être la première partie ou les deux premières parties de jouer avec entre guillemets un vétéran. Juste pour éviter quelques erreurs communes. Voilà, et accepter de l'écouter qui vous donne des conseils. Alors, faut pas que ce soit un mec qui vous dise n'importe quoi juste pour gagner contre s'il a fait 100 parties et que vous en avez 0, c'est un peu con, mais bon, voilà. On en connaît. On en connaît. Bon, alors, et du coup, non mais voilà, moi je pense que c'est bien. Règle numéro 1, si Sébastien veut vous expliquer, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est pas vrai. Jouer avec un vétéran, ça peut quand même aider parce que c'est vrai que le jeu est quand même particulier, ça peut faire gagner du temps, ça peut éviter de perdre du temps dans la règle à chaque fois qu'on a une interrogation. Genre sur le déplacement, est-ce que j'ai le droit de faire ce déplacement? Non, t'as pas le droit parce que là. Voilà, peut-être des petits conseils un peu techniques, ça peut vous faire gagner du temps sur la première partie, mais sinon, voilà, ça peut être aussi sympa de découvrir avoir un groupe de 4 joueurs. Et voilà, les 4 joueurs. Et les 4 joueurs découvre ensemble. Et ça serait bien que les 4 joueurs lisent les règles, contrairement à d'autres jeux. Contrairement à d'autres jeux où il y a qu'une seule personne qui doit lire les règles. Si vous êtes 4 à apprendre, il faut que les 4 lisent les règles. Ça, par contre, à minima, il faut que tout le monde ait appris les règles en amont. Alors, au moins mater une vidéo règle. Les vidéos règles de Jean-Michel Grosjeu. Parce que sinon, s'il n'y a qu'une seule personne qui doit tenir les règles, alors que pour les 4 joueurs, ça va être compliqué. Ce que vous pouvez faire en amont aussi, c'est savoir qui va jouer quelle faction. Oui. Comme ça, vous apprenez les règles générales et votre faction. Voilà, comme ça. Alors, même si au cours de la partie, vous allez devoir savoir comment les autres marquent des points, mais ça globalement, vous pouvez le découvrir sur les premières parties. Le but n'est pas de gagner, c'est de comprendre le jeu. Quoi. Et pour les 4 parties, juste vous gardez ces 4 factions-là et vous tournez. Oui. Et chacun, au début, vous vous concentrez sur votre faction parce que vous n'aurez pas déjà la capacité de comprendre pourquoi les autres jouent comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est. Alors, il faut bien suivre les étapes de son plateau. Oui, alors ce qui est génial, c'est que le plateau donne les règles. Chacun a son plateau avec sa faction qui rappelle de manière quand même assez détaillée l'ensemble de la séquence de son tour de jeu. Et du coup, un truc qu'on m'a donné et que j'ai dit, c'est de narrer son tour. On lit les étapes, on dit je fais mon aurore, ok, je pioche une carte, comme ça toi t'intègres, et les autres autour de la table apprennent les règles de manière. Apprennent un peu ta faction et comprennent un peu ce que tu fais. Et puis voilà, pas tenter de domination. Qu'est-ce qu'on appelle. Alors ce qui se passe, il y a une manière de gagner avec les dominations où tu joues une carte, tu dis maintenant je vais gagner en dominant X terrain. C'est un move de professionnel, on va dire ça comme ça. C'est une condition de victoire alternative au point, mais rester sur les points. On conseille pas ça en première partie. Voilà. Et s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Voilà. La première partie surtout à route, comme c'est un jeu qui s'équilibre entre les joueurs, qui est très asymétrique, qui demande de répéter les parties, forcément à un moment ça va déraper, il va y avoir quelqu'un qui va faire une grosse erreur, ça va énormément avantager un autre, c'est pas grave, la première partie elle est là pour apprendre. Ça va pas. Moi j'ai aimé tout de suite, mais il y a des gens qui, la première partie, la deuxième partie, trouvent pas ça très satisfaisant parce qu'il y a des gros déséquilibres, parce que quelqu'un a vraiment fait une boulette. Mais ça, c'est parce que le jeu a été pensé pour être joué plusieurs fois. Donc, c'est un jeu qui n'est pas fait pour être joué une fois par an et pas joué, quoi. C'est un jeu, ou même une fois tout court. Aussi, très important, c'est que, c'est pour vos premières parties, restez dans le jeu jusqu'au bout, même si vous pensez avoir perdu, parce qu'il y a des factions qui font 20 points en un tour. Oui. En fait, le rythme, et c'est ce qu'on va voir dans chaque faction, c'est que le rythme de points, de marquage de points des factions est très différent. Donc, vous allez avoir des factions qui vont marquer régulièrement des points. Vous allez avoir des factions qui vont marquer beaucoup de points au début, puis ils vont s'essouffler. Et à l'inverse, vous avez des mises en place
Et les points sont marqués à la fin. Ouais. Parce que moi j'avais fait des conseils, mais pas forcément pour la première partie, mais peut-être les deuxième, troisième parties, qu'est-ce qu'il faut se concentrer. Il y a effectivement cette notion de scoring Et de tempo. de tempo et de potentiel caché, parce qu'on parlait de kingmaking, mais taper sur celui qui est premier au point, Oui, ça a pas c'est de sens. débile. Parce qu'en fait, selon les factions, il faut regarder qui est premier en termes de situation sur le plateau, et c'est ça qu'il faut apprendre à lire. Parce qu'effectivement, il y a des factions qui peuvent marquer 20 points d'un coup, et il y a des factions qui peuvent être à 28 sur 30, et qui, en regardant le plateau, on sait que c'est impossible. Mécaniquement, ils n'ont aucune manière de faire les points. Voilà, donc c'est vraiment un peu le niveau un peu au-dessus, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ce qui va se passer en termes de points et de savoir qui est vraiment en tête et comment est-ce que je peux le ralentir. Et ça passe aussi par la négo. Exactement, et ça la négo. Et aussi, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui fait des points, genre, et qui n'arrête pas, par exemple, d'acheter des trucs à la l'autre, il faut lui dire arrête d'acheter à la l'autre, c'est la l'autre qui va gagner si vous faites ça. Acheter à la l'autre, c'est bien d'acheter à l'autre. Non mais voilà, après dans l'étape C'est ça la suivante, négociation. une fois que vous avez peut-être joué une fois chaque faction, là vous allez pouvoir plus facilement quand même négocier parce que vous allez pouvoir dire mais attends, là il s'est mis dans tel endroit, donc ça veut dire qu'il est set-up pour faire tel genre de coup, comment est-ce qu'on l'arrête, on s'y met à 2, on s'y met à 3, et c'est là que vraiment le jeu devient fun parce que si on joue chacun dans son coin, forcément il y a des moves opti pour arriver à 30 points, chaque faction déroule son moteur et puis c'est fini, t'as fait jouer une fois chaque partie, t'as vu tout le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est une sorte de faux Eurogame et de ça, est-ce qu'ils pensaient vraiment Eurogame et du coup ils m'ont dit c'était ça, et du coup je pense qu'ils sont passés à côté du jeu. Je peux comprendre parce que si tu joues dans ton coin, tu joues les chats, je produis mes ressources, je transforme mes ressources en points, je fais ça X fois, j'ai gagné. Oui forcément, mais à partir du moment où tu as deux mecs qui commencent à te tabasser et à te bloquer certains endroits et machin, c'est là que ça devient intéressant. On a fait un bon tour de jeu C'était une présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, donc maintenant on va faire à peu près une centaine de vidéos pour chacune des factions et pour expliquer la complexité, les manières de jouer, les pioches, quels sont leurs points moteurs, comment ils sont explosifs, passifs, etc. Comment faire la négociation avec tous ces gens-là. Donc sur chacune des factions, plus le solo, plus le jeu de rôle, etc. Et évidemment, une vision de la méta, une interprétation. Chacun aura ses propres idées sur ce qui est un bon coup, pas un bon coup. Alors moi, j'ai jamais mes propres idées. Et si vous pensez que Sébastien a tort, dites-le nous. Mais voilà. Alors, moi, j'ai juste une question. Vous avez ramené vos sacs de couchage? Oui. Et puis des provisions, quoi, parce que... Ou le Nutella. Au revoir.